Merci, il est bon. Voilà, merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission maintenant. Au moment où nous parlons, nous sommes dans l'émission Entre les lignes. Trois sujets principaux vont devoir animer cette émission. D'abord, la question du changement de la Constitution, de son maintien ou de sa révision. Cela fait exactement 20 ans que la Constitution a été promulguée. En 2006, on va épiloguer à ce sujet. Deuxièmement, c'est la problématique liée justement au processus électoral. Est-ce que les élections telles que nous l'envisageons en 2028 sont toujours tenables au regard de la feuille de route publiée par la CENI en 2025, surtout qu'on a déjà un retard lié aux élections de 2023 qui ne sont pas encore achevées. Il y a des éléments des élections qui restent encore à pouvoir faire. Mesdames et messieurs, le Rwanda, on vient de l'apprendre, l'armée rwandaise vient d'être sanctionnée par le Trésor américain. 4 grands généraux de l'armée rwandaise viennent d'être suspendus, sanctionnés plutôt par les États-Unis d'Amérique. Les Américains demandent que les Rwandais se retirent du territoire congolais, la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, sur le terrain, territoire de Katoy dans le Massissi, la FCM 23 est en train de se battre. Les combats s'intensifient dans le Massissi. Que faire dans ce contexte de diplomatie apparemment en faveur de la RDC, mais sur le terrain, les combats deviennent de plus en plus denses et durs. La population est en train de payer le plus lourd tribut. Mesdames et messieurs, dans cette émission, pour discuter de tous ces sujets importants d'actualité, nous avons Maître Georges Mbao. Maître Georges Mbao était notre habitué. Il est analyste des questions d'actualité, juriste, et puis un habitué de notre chaîne de télévision. Maître Georges, bonjour et merci beaucoup. Bonjour, cher Dan, merci de cette invitation. C'est un honneur pour moi de toujours venir répondre à vos invitations, mais surtout d'échanger sur des questions brûlantes de l'heure. La paix qui est en proie dans la partie est de notre pays. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive en même temps de toujours répondre présent à vos différentes invitations. Et on est là et je crois que nous allons faire le tour de tous ces thèmes, enfin les sujets que vous avez évoqués tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Maître Georges Mbaou. D'entrée des jeux, nous venons d'apprendre que l'armée rwandaise vient d'être suspendue par les États-Unis d'Amérique. 4 grands généraux rwandais suspendus. Demande express de retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Votre première réaction? Ma réaction, c'est une réaction de joie, de satisfaction, parce que il vous souviendra que ça fait bientôt 2 mois depuis que la signature, 2 mois et demi ou 3 mois, depuis que la signature de ces accords avait été apposée. Et le Rwanda, alors que les chefs d'État, tous les trois, le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Lombo, le Rwandais Paul Kagame, ainsi que Donald Trump comme médiateur de ces accords. Pendant qu'ils étaient en pleine cérémonie, Rwanda n'a cessé de faire son chantage sur terrain, créant désolation, pillage, tuerie, massacre, violation de droits humains, viol des enfants et tous les actes odieux que le monde n'a jamais connus. Tous ces actes ont été commis ici, malheureusement. Alors, aujourd'hui, ils sont sanctionnés, ils doivent payer. D'abord, nous sommes en train de réclamer plus que ça, et que tous ces gens, non seulement qui sont sanctionnés par le Trésor, mais que la justice aussi puisse s'en saisir de faits, et que tous ces coupables, parce qu'ils sont identifiés, ils sont connus, toute la chaîne, les commanditaires, ils sont bien connus,
Et nous souhaitons de tous les vœux, nous en appelons de tous les responsables de la justice internationale à se saisir des faits, parce que les crimes qui sont commis sont des crimes imprescriptibles. Alors, les familles décimées, endeuillées, donc, et du coup, ça y a un impact négatif sur pratiquement la vie de la société. Mais quelle est la conséquence? La conséquence sur le terrain. La conséquence sur le terrain, c'est-à-dire que nous, en tant que pays souverain, nous sommes en train de nous comporter tel que, c'est-à-dire en accomplissant nos missions régaliennes. Les FARDC sont sur le terrain en train de ratisser large et pour pouvoir récupérer tous les territoires qui sont injustement occupés par le Rwanda. Parce qu'il n'est pas un secret, aujourd'hui, le monde entier sait que la RDC est victime de cette agression barbare de la part du Rwanda. C'est connu, Kagame, c'est lui le maître de cette barbarie, et ils doivent payer le prix. Nous sommes fatigués parce que, cher Dan, imaginez tous les efforts qui sont consentis en termes de mobilisation des recettes sont orientés là-bas pour pouvoir sécuriser notre territoire. Imaginez si nous étions dans une situation normale, dans un état normal, enfin, l'état normal de la chose, où la paix régnait totalement. Ça veut dire que tous ces efforts que nous sommes en train de conjuguer en termes de réalisation des recettes seront justement consacrés à la réflexion, à la construction des infrastructures, dans les sociales, et tout ce qui a avec comme conséquence que le pays allait beaucoup plus se développer. Mais aujourd'hui, nous sommes, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par notre gouvernement avec le président de la République. La volonté y est de faire mieux, mais cette situation nous handicape de plus en plus. Eh bien, nous avons l'avantage, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir toutes les démarches, que ce soit faites par les États-Unis et même par l'ensemble de la communauté internationale. Quand même, ce qui est curieux, Maître Mbao, pardon, excusez-moi de interrompre, mais c'est quand même qui est curieux, c'est que Kagame lui-même, le chef de l'État rwandais, Kagame lui-même n'est pas sanctionné. Non, son nom n'est même pas cité. Vous savez, cela rime à quoi exactement? Il a été dit que c'est le Rwanda. Le Rwanda, qui dirige le Rwanda? On ne parle pas de tous les Rwandais. Lorsqu'on parle du Rwanda, c'est-à-dire on vise le régime. Mais la personne de Kagame, et le régime est incarné par la personne de Kagame. Mais elle n'est pas. C'est un régime sanguinaire. Pourquoi Kagame lui-même, le responsable numéro 1 les sanctions, on pensait que c'était de la blague et on a commencé à sanctionner jusqu'à ce que lui-même il sera atteint. Et donc, nous sommes dans une phase où la République est en train de se reconstruire, c'est-à-dire de reprendre vie. On vient d'une maladie qui était dans une phase hautement compliquée. On est en train de se refaire petit à petit. Donc les soins sont en train d'être administrés petit à petit. Aujourd'hui, c'est tombé à pic. Ils sont sanctionnés et je sais que la liste sera très longue. Chacun répondra de ses actes. On l'avait suivi récemment au cours de ce dîner de presse avec les diplomates. Ouais. Au Rwanda, Kagame disait « Je m'en fous des sanctions. Ils peuvent faire autant qu'ils voudront, mais à mon niveau, je me fous de ces sanctions. » Il est libre de le dire. Il est libre de dire ainsi. Et nous, nous disons qu'il peut faire sa folie chez lui et pas chez nous. C'est comme ça que nos hommes, nos militaires, et tous les services de sécurité, de renseignement, ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir bouter hors d'état de nuit l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? Nous disons que c'est le Rwanda. Et lorsqu'on parle des Rwandais, on ne parle pas des Rwandais, on parle du régime rwandais incarné par la personne de Kagame. Il peut s'en foutre, c'est son droit, mais je sais que ça lui fera très mal. Et c'est très bientôt, il va payer le prix. Et il commence déjà à en payer déjà. Voilà. Vous pensez que ces sanctions vont se matérialiser en chiffres, matérialiser de façon concrète quand les États-Unis demandent aux Rwandais de quitter?
Vous pensez que ça sera effectif? Ils vont vraiment quitter le Congo, les Rwandais? Je pense que cette fois-ci, nous sommes sur la très bonne voie. Et vous souviendra que depuis que cette crise a commencé, il n'y a jamais eu des sanctions. Donc c'est un bon début. Et c'est un début qui augure vraiment un bon espoir qui va dans la bonne direction pour que la paix, effectivement... Mais pourquoi ces soit sanctions ne installée. touchent pas l'AFC M23? Je vous dis que ce n'est qu'un début. Mois. Ce n'est qu'un début. Attendons voir peut-être que, parce qu'ici c'est déjà la nuit, attendons de l'autre côté aux États-Unis, ce n'est que le matin. Avant, on peut se réveiller avec encore une autre liste qui s'alourdit. Donc, je sais que nous sommes dans la très bonne direction. Notre diplomatie est en train de payer et tous ces gens qui ont fait du mal à la République démocratique du Congo, qu'ils soient congolais ou non, en complicité avec l'ennemi, chacun répondra de ses actes. Et cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui pousserait les Américains à sanctionner le Rwandais au moment précis? Dans tous les cas, les Rwandais, les États-Unis, nous avons signé des accords. Oui, oui. Ce n'est pas un secret. Nous avons signé des accords économiques. Et les investissements n'aiment pas les troubles, n'aiment pas les désordres, l'insécurité. Ils viendront jeter de millions, investir beaucoup de capitaux ici. Et il faudrait qu'il y ait la paix. On doit se rassurer que la paix est là. Donc, ce sont nos partenaires désormais. Ce n'est un secret pour personne. Et ils doivent nous accompagner sur le plan sécuritaire pour que notre pays, au moins cette fois-ci désormais, nous allons vivre la paix et la paix durable. Ça ne sera pas une paix factice, donc une véritable paix. Nos frères et sœurs de l'Est ont longtemps payé le lourd tribut. Et je crois que cette fois-ci, nous sommes déterminés, tout le peuple congolais derrière son président de la République, pour que cette fois-ci, nous puissions vivre la véritable paix. Si l'armée rwandaise se retire, sera-t-il toujours important d'organiser un dialogue au niveau national? Et dans tous les cas, ce n'est pas parce que le Rwanda occupe notre pays que nous allons dialoguer autour de ça. Le dialogue, c'est une vertu africaine. Le président de la République l'a dit plus d'une fois. Le dialogue est ouvert. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui va en décider, n'est-ce pas, de l'opportunité et même de l'urgence qu'il faut accorder à cela. Donc, au moment venu, nous parlerons de ce dialogue-là qui sera convoqué par les institutions et dans le cadre formel, conformément, n'est-ce pas, à la Constitution ainsi qu'aux lois de la République. Donc, le retrait de Rwandais dans notre territoire ne peut pas être assimilé à une quelconque demande d'un dialogue ou pas. Donc, le dialogue, disons qu'il est permanent, même pendant maintenant, et pendant ce temps, les Congolais continuent toujours à se parler. Il y a nous sommes du pouvoir, nous ne manquons pas des occasions à nous rencontrer avec les amis qui ne sont pas d'accord avec notre régime, mais nous échangeons, parce qu'au-delà de tout, nous sommes Congolais. Je parle des frères congolais qui font la bonne opposition non armée, parce que l'opposition armée, c'est là le Congolais qui se réclament être Congolais, mais qui ont fait des pactes avec pratiquement l'agresseur pour pouvoir renverser les institutions légalement établies. Et nous disons que cela ne peut pas, parce que le président de la République l'a dit, que le dialogue ne sera pas compris comme un lieu, n'est-ce pas, où on doit béatifier, sanctifier tous les crimes qui ont été commis, parce que lorsque vous évoquez dialogue, qui va faire, qui mettra aux prises ceux qui ont pris les armes pour dialoguer et pour qu'on finisse, parce qu'on sait que c'est le partage du pouvoir, nous ne sommes pas dans cette logique-là. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai réfléchi, j'ai dit que s'il faut que ces autres-là viennent autour de la table pour que nous discutions alors qu'ils ont tué, et la bonne justice serait d'aller exhumer tous les cadavres qui sont tombés injustement
du fait de ces agresseurs, qui viennent alors dialoguer avec nous, chose qui est particulièrement difficile. Eh bien, ces gens qui ont fait des actes, qui ont commis des actes qui sont contraires à la loi, donc des infractions imprescriptibles d'ailleurs, ils doivent faire l'objet de poursuites judiciaires et que les victimes puissent, n'est-ce pas, retrouver ne serait-ce qu'une justice transitionnelle. C'est vrai que ceux qui ont perdu les leurs ne le verront pas, mais qu'il y ait quand même une justice qui doit être organisée pour que plus jamais pareil acte ne se reproduise. Voilà. Alors, maître Georges Mbao, vous pensez qu'aujourd'hui, si nous devons toujours dans le même cadre, est-ce que les élections peuvent se tenir dans les délais constitutionnels aujourd'hui? Bon, cher Dan, je sais qu'au regard de notre constitution, il y a toujours un calendrier qui est constitutionnel pour organiser ces élections-là. Et nous ne sommes qu'en 2016, vous allez dire, les élections se préparent, c'est tout un cycle. Donc, nous, s'il y aura élection, donc au moment venu, nous sommes une organisation, donc lorsque nous nous lançons en politique, nous avons le pouvoir aujourd'hui. Notre détermination désormais, c'est de les conserver le plus longtemps possible. Et donc on est organisé pour conserver ces pouvoirs-là. S'il y a élection, eh bien nous allons conclure encore que nous avons accédé à ce pouvoir par la voie des élections. Donc on ne craint pas les élections en fait. On ne craint pas les élections. Vous ne craignez pas les élections, mais parlons d'abord de la question de la Constitution, parce que c'est la thématique principale que nous avons mentionnée à la télé. Maître Georges Mbao, 20 ans, ça fait 20 ans que nous avons cette Constitution. Quelles leçons ou quels enseignements on peut tirer de la pratique, de l'usage de cette Constitution pendant 20 années? Qu'est-ce qu'on peut retenir, justement? Cher Dan, je ne dirais pas que je suis peiné, mais seulement, je vais dire ceci sans avoir la prétention d'être constitutionnaliste. Mais comme Congolais scientifique, j'ai dit 20 ans après, notre acte qui fonde le pacte républicain mérite une certaine autopsie. Donc, c'est dire que à un moment donné, le peuple peut s'arrêter et faire une auto-évaluation de sa marche avec son texte. C'est vrai que le texte a été rédigé par les Congolais, mais c'est une œuvre humaine, elle est empreinte de beaucoup d'imperfections. C'est une œuvre qui est perfectible. Donc, au fil du temps, 20 ans après, j'ai toujours considéré que notre texte fondateur, ou fondamental, il est devenu obsolète et qu'il mérite pas la révision de certaines dispositions. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit mettre une nouvelle constitution en place, une constitution qui tient compte des réalités socio-économiques de notre pays. Parce que souvenez-vous, Dan, il est dit des choses dans cette constitution qui ne rentrent nullement pas ou qui ne cadrent nullement pas avec les réalités socio-culturelles de notre pays. Alors, que faudrait-il faire? C'est-à-dire que du coup, parce que ceci ne cadre pas avec nos réalités, ça peine pour être appliqué. Et comme ça peine pour être appliqué, c'est une raison de plus pour que nous puissions nous arrêter et regarder que ceci, c'est un texte qui, en son sein, a importé certaines habitudes, certaines coutumes, certains usages qui ne sont pas d'application ici chez nous. Eh bien, nous devons nous arrêter pour que nous puissions proposer un texte qui soit, n'est-ce pas, conforme avec nos réalités socio-culturelles. Je suis partisan de ceux qui pensent ainsi. Mais quand vous dites qu'il y a des réalités qui ne cadrent pas avec nos coutumes, nos cultures, c'est quoi exactement? Vous savez, par exemple, ici, chez nous, dans cette constitution,
c'est le gouvernement qui doit faire, n'est-ce pas, il doit exécuter son programme. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Dans la pratique, le peuple ne voit pas la Première ministre ou le Premier ministre. Le peuple regarde le président de la République. Il n'a pas fait ceci. Il n'a pas donné de l'eau. Il n'a pas fait ceci. Telle ou telle autre chose. Or, dans la Constitution, ce sont les responsabilités qui incombent, n'est-ce pas, au Premier ministre. Est-ce doit-on garder le texte ainsi? Il faut l'adapter. Parce que le peuple veut responsabiliser le président de la République. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Regardez par exemple, lorsqu'il s'agit des élections des sénateurs, voire même de gouverneurs de province, ça peine. Vous allez comprendre que le peuple voudrait que cette élection-là soit faite par le peuple lui-même directement et pas indirectement au second degré, c'est-à-dire à travers les députés provinciaux. Vous allez regarder par exemple, dans cette constitution, il y a des dispositions qui contredisent les unes les autres. Lesquelles par exemple? Lesquelles par exemple? Vous voulez que je l'ouvre, mais je vais seulement citer. Je vais vous donner l'exemple. D'accord. On dit que c'est le chef de l'État qui investit les gouverneurs. OK? Lorsqu'ils sont investis par les gouverneurs, vous allez voir dans la pratique, il y a des choses qui, en réalité, lorsque vous lisez la Constitution, ce sont les actes réglementaires qui rentrent dans les attributions ou dans les prérogatives du gouverneur. Mais dans la pratique, c'est quoi? Ce sont les députés provinciaux qui prennent les édits. Alors que ce n'est pas les députés qui devraient prendre les édits. Ça devait relever, n'est-ce pas, du pouvoir réglementaire qui est dévolu au gouverneur de province. Il y en a beaucoup de choses comme cela qui sont dites dans la Constitution. Est-ce qu'on ne peut pas corriger ces choses-là? Est-ce qu'on ne peut pas corriger ces choses-là? Je vous ai donné un exemple phare où le peuple congolais dit que Fati, au Sali, tel est le côté. Parce que pour le peuple, il faut le président de la République. Parce que c'est le président de la République qui a été élu par ce peuple-là. Alors qu'en réalité, c'est le Premier ministre qui doit en répondre. Doit-on garder le texte comme cela? Il y en a beaucoup de choses comme cela. Et dans tous les cas, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un texte qui a été rédigé par les humains et 20 ans après, c'est quand même vieux. On peut s'arrêter un tout petit peu et faire une autopsie de ce texte, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais dans tous les cas, parce qu'il est dit dans cette même Constitution qu'il y a des dispositions qui sont intangibles, c'est-à-dire aucune possibilité que celle-ci soit, n'est-ce pas, soit révisée. Mais parce que s'il faut réviser, ça va entraîner par exemple une centaine de dispositions, ou carrément qu'on mette en place une nouvelle constitution. J'ai dit sans avoir la prétention d'être constitutionnel, mais lorsque nous réfléchissons, on comprend que ce texte ne cadre surtout pas avec certaines de nos réalités, mais plutôt il y a des choses qui sont importées, on fait bien sûr du droit comparé, mais qui ne cadrent pas avec nos réalités, malheureusement. Il y a le professeur Bochab qui a parlé d'un auteur qui disait qu'une constitution a une durée moyenne de vie de 17 ans. Est-ce que vous êtes aussi avocat, vous êtes professionnel du droit? Est-ce que cela est vrai? Vous comprenez que je vous ai dit que sans être constitutionniste, c'est lui qui le dit. Il est l'un des rédacteurs de ce texte. Ça voudrait dire, il propose ce qui est sous-entendu dans ce qu'il dit. Il propose qu'on puisse mettre en place une nouvelle constitution parce que celle-ci est devenue vieille.
lorsqu'il fait la citation d'un auteur qui parle d'une durée de vie de la Constitution de 17 ans, mais ici nous sommes à 20 ans. C'est-à-dire que j'encourage le professeur Évariste à pouvoir convaincre ces autres constitutionnalistes et aux autres scientifiques, aux autres Congolais, à mettre sur pied une nouvelle constitution qui cadre avec nos réalités. Mais il y a des États qui ont... Cher Dan, je vais un peu vous poser une petite question. Est-ce que, jusqu'à preuve du contraire, vous connaissez les motivations qui ont fondé Nanga à prendre les armes? Vous me posez la question. Je posais la question, peut-être vous ne pouvez pas répondre. C'est là que j'ai dit. Parce que Nanga, parfois, il parle tout en citant cette constitution. Est-ce qu'il oublie que ce qu'il fait là, ce sont les actes qui sont proscrits par, la même constitution? Voilà autant de questions qui appellent, n'est-ce pas, la réflexion de tous les Congolais, épris de paix et de changement. Et surtout pour le développement de ces pays. Il faut doter ce pays de textes qui sont, je ne dirais pas souples, mais qui sont adaptés à nos réalités pour que ces textes ne puissent pas souffrir d'un problème d'application. Donc, si aujourd'hui nous avons des problèmes sécuritaires, si nous avons des problèmes de chômage, si nous avons des problèmes de routes parfois qui ne sont pas... On n'a pas certaines routes, on n'a pas des voies ferrées, on n'a pas d'école de qualité, on n'a pas ceci ou cela. La raison, c'est aussi cette constitution. Non, je ne vais pas lier ça à la constitution. Parce que vous avez dit que... Je ne vais pas lier ça à la constitution. Et je dis simplement qu'en ce qui concerne la constitution, il faut une autopsie. Il faut une auto-évaluation sérieuse des Congolais et des Congolaises, des scientifiques bien entendu, qui doivent regarder. Je ne dis pas que tout a été foncièrement faux. Encore que dois-je vous dire que moi, j'appartiens à une famille politique qui n'avait pas voté cette constitution au référendum pour des motifs bien évidents. Cette constitution est-elle un blocage? Cette constitution ne renferme pas certaines réalités socio-culturelles de notre pays. Et du coup, elle souffre son applicabilité. Et que doit-on faire? Je suis de ceux qui pensent que cette constitution elle est devenue vieille, elle est obsolète et doit être adaptée. Adaptée, c'est-à-dire, nous devons mettre un texte qui est limpide, qui renferme la volonté, n'est-ce pas, ainsi que la culture et les coutumes de notre pays. Je suis persuadé qu'une telle constitution ne va pas souffrir dans son applicabilité. Alors, il y a des États qui ont quand même des constitutions qui datent de plusieurs années. Hein. Vous avez les États-Unis, vous avez la constitution de la France qui date de 58, ça fait plus de 60 ans aujourd'hui. Vous avez la constitution même des États il y a des constitutions même qui ne sont pas écrites. Hein. En quoi une constitution qui fait 20 ans devient mauvaise? Excusez. Cher Dan, le problème, ce n'est pas ça. Parce que vous êtes, la constitution française à laquelle vous faites allusion, la constitution française à laquelle vous faites allusion, cette constitution, elle renferme plus ou moins les réalités socio-culturelles de chez eux. Mais cependant, dans celle-ci, la nôtre, ce qui est curieux, mais ce qui est aussi peut-être malveillant, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que il y a des choses qui sont consignées dans cette constitution qui sont importées de la France, de la Belgique et des autres États, mais qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Mais il faut les extirper de notre champ d'application parce que ceci ne rentre pas dans, ne renferme pas la volonté de ce que le peuple veut. Il faut adapter une loi par rapport à ce que le peuple veut. Qu'est-ce que le peuple veut? Oui. Le peuple veut que, par exemple, que le président de la République fasse ceci. Adaptons ça. Adaptons ça. Mais si on change la constitution... Le peuple veut, par exemple, que... qu'on ait une durée. Ce n'est qu'un exemple. Un mandat, par exemple, de 7 ans ou de 10 ans.
D'abord, est-ce que cette constitution est respectée? Mais cette constitution n'est pas respectée. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas tirées du us et coutume de notre pays. C'est un problème d'homme ou un problème de texte? Il est à la fois un problème d'homme, des Congolais qui ont pensé que ces autres-là sont supérieurs par rapport à nous et qui devaient nous emporter les coutumes pour les appliquer ici. Et du coup, nous n'arrivons pas à les appliquer ici chez nous. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a aussi un problème d'hommes qui n'ont pas la volonté d'appliquer la Constitution. Et de l'autre côté, les rédacteurs de cette Constitution n'avaient peut-être pas de bonne foi ou de mauvaise foi. Ils ont inséré des réalités qui ne sont pas les réalités congolaises. Des réalités qui ne sont pas des réalités congolaises. Mais Maître Mbao, j'ai suivi le député national Willy Michiki qui a proposé une constitution de 7 ans pour permettre au chef de l'État d'avoir pleinement le temps d'appliquer son programme de société, son projet de société. Est-ce que cela est idéal? Et je pense que c'est un élu, ce qu'il dit n'est pas forcément sa réflexion. Et il doit peut-être avoir interrogé sa base ou le peuple, parce que c'est un élu national, il doit avoir interrogé le peuple qui voudrait que, en ce qui concerne le mandat d'un chef de l'État, et ça doit quitter de 5 ans à 7 ans. C'est une volonté. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire de s'arrêter et de prendre le courage de faire une auto-évaluation de ces textes pour insérer les choses qui vont réellement être appliquées. Tenez, en raison de quoi Joseph Kabila n'a pas pu organiser les élections en 2016. Parce qu'il y avait cette constitution. Il a parlé de faute de moyens. Faute de moyens. Et il faut insérer aussi cela dans la constitution que lorsqu'il n'y aura pas de moyens, donc on ne va pas respecter la constitution. Donc le délai, on ne va pas tenir les élections dans les délais parce qu'il n'y avait pas de moyens. La Cour constitutionnelle avait interprété s'il n'y a pas d'élection, c'est que 70. C'est-à-dire que le président élu reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Ah bien, c'est ça. Mais est-ce que doit-on rester dans une sorte d'ambiguïté comme celle-là? C'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi moi j'encourage le professeur Évariste Bochab. J'encourage en même temps l'honorable Michiki, qui pense que, parce que le délai, par rapport à cette constitution, on va vous dire que le délai de 5 ans ne peut pas être changé. Donc ça fait partie des dispositions intangibles de cette constitution. Doit-on garder ça parce que c'est une parole d'évangile qui ne peut pas subir des modifications? Attends, même à un moment dans la Bible, Dieu s'est repenti de ses décisions. Ça veut dire que si on change Dieu lui-même, le Père, Dieu le Créateur, à un moment, il s'est repenti. Donc c'est-à-dire, il s'est rebiffé. Ça veut dire que si on change que dire seulement de nous, Congolais, nous? Lorsque nous pensons que les choses ne marchent pas, on ne doit pas s'arrêter et comprendre qu'on peut, les changer. La faute, la cause du... Mais aussi, cette constitution qui a été... Je vous ai dit qu'on a pris une culture occidentale, on l'a amenée ici, et maintenant, ça pose un problème pour appliquer ici. Mais est-ce que vous êtes juriste, est-ce que on peut changer une constitution politiquement parlant? Non. Écoutez, il ne faut surtout pas penser que lorsqu'on évoque le changement de la Constitution, c'est pour simplement protéger, individualiser le pouvoir. Non. Il faut faire une loi qui doit protéger tout le monde. Je vous ai posé la question tout à l'heure. En raison de quoi Joseph Kabila n'avait-il pas organisé les élections en 2016? Vous avez tout de suite dit parce qu'il n'y avait pas de moyens. Faute de moyens, on a glissé. Alors, partant de cette expérience,
pour éviter que dans l'avenir, qu'il n'y ait pas de glissement en glissement, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter et réfléchir sur toutes ces questions pour que l'on puisse prévenir à un éventuel glissement? Toutes ces questions doivent faire l'objet, n'est-ce pas, d'une réflexion autour des intellectuels congolais qui doivent réfléchir Congo. Quelle est la loi qui peut être appliquée ici au Congo? Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons moins de problèmes d'applicabilité. Alors, Maître Mbaou, cette constitution, déjà les institutions tirent leur pouvoir de cette constitution. Comment ça va se passer, le passage d'une constitution à une autre? Ça sera comment? Mais au regard de cette constitution, le chef de l'État, il intervient comme arbitre. Les institutions, le bon fonctionnement des institutions. Son pouvoir, il le tire. Il le tire de ceci. Bien sûr. En tant qu'arbitre. Mais si... Il dit que partout où il part, il reçoit des doléances du peuple. Maintenant, lui, parce que c'est lui le garant, il peut interroger le peuple, interroger les institutions, les autres institutions, pour dire, écoutez, nous devons nous arrêter pour réfléchir, écouter ce que le peuple dit. Est-ce que nous ne pouvons pas adapter ça? Donc, cher Dan, il n'est pas un péché, encore moins une honte si nous devons nous arrêter, du moins une fois, et nous regarder sérieusement en face et dire que telle autre chose n'a pas marché et nous devons corriger. Et qu'on corrige, on va avancer. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir de citer cet opposant-là? Peut-être que je peux avoir une réponse qui proviendrait de lui-même, cet opposant-là. Ok. Est-ce que vous pouvez me... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, je l'ai dit. Non. C'est là que j'ai dit que le changement de notre constitution ne doit pas être perçu comme un fait qui consisterait, n'est-ce pas, à individualiser ou à personnifier le pouvoir d'un individu. Non. Il faut plutôt penser à élaborer des lois qui soient impersonnelles, qui soient objectives, qui doivent régir la vie sociétale d'une nation. Des lois qui ne vont peut-être pas souffrir. C'est vrai que ce sont des œuvres humaines qui sont perfectibles, en fait, qui ne manquent pas des erreurs, mais qui sont perfectibles. Le problème, c'est d'évaluer le taux et l'étendue de ces erreurs qui proviendraient, n'est-ce pas, des lois qui ne tirent pas ou qui ne renferment pas la volonté de nos réalités sociétales ou culturelles et sociétales. C'est là le plus grand danger. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il n'est pas un tabou, encore moins une honte de s'arrêter. Je l'ai dit plus d'une fois dans votre émission ici, qu'il n'est pas une honte de s'arrêter, surtout pas de réfléchir autour d'un texte qui régit la vie de notre société. Donc, pour vous, en tout cas, c'est le moment... Pour nous, je pense, en ce qui me concerne, je pense que mettre une nouvelle constitution qui partirait de l'expérience vécue de l'actuelle constitution serait une bonne chose. Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. Vous êtes aussi de ceux qui pensent comme ça? Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. La mission lui dévolue par la Constitution. Cette mission, elle est bien claire dans l'article, je crois, 69. Félix Tshisekedi a un mandat de 5 ans au regard de cette Constitution renouvelable une fois.
Quelle est C'est votre... cette constitution qui est dit. Mais si il arrivait que les Congolais réfléchissent pour mettre sur le pied un texte qui régirait la vie de la société, je ne vois pas pourquoi est-ce que si cette constitution ou ce texte donne des possibilités à Félix, n'est-ce pas, de se représenter, je ne vois aucun mal. Je ne vois aucun mal. Eh bien, j'ai dit, Félix a une mission, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de diriger ce pays conformément aux textes et lois qui nous régissent. Félix Tshisekedi lui-même, on l'a suivi, on le suivait quand il était opposant. Il s'opposait vraiment à la question du changement de la Constitution. Parce que pour lui, Kabila voulait se maintenir au pouvoir en changeant la Constitution. Non. Est-ce que... Oui. Vous parlez de Félix Tshisekedi opposant ou de Félix Tshisekedi président? Opposant. Et vous ne sentez pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre-temps? J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, pendant qu'il était opposant, il avait révélé par lui, par le biais de son parti et de son président, que cette constitution ne renfermait pas les réalités. Je l'ai dit plus d'une fois ici dans votre émission, que cette constitution, elle a été rédigée certes par des Congolais, mais cette constitution a importé certaines réalités qui ne cadrent pas avec nous. Félix Tshisekedi étant à la tête de ce pays, il est aussi en droit de doter le pays d'une constitution qui soit respectueuse de nos coutumes et de nos réalités socio-culturelles. C'est là que je dis qu'il n'est pas un secret, qu'il n'est pas une honte, encore moins un tabou, si on doit s'arrêter et réfléchir autour de ça. Mais au-delà de tout ça, Félix Tshisekedi, c'est aussi un Congolais. Il doit aussi réfléchir sur ce qu'il y a de bon pour laisser à ce pays. Qu'est-ce que nous allons retenir du passage de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays? Je pense, à mon humble avis, moi, Georges, que si Félix Tshisekedi arrivait à doter à ce pays une nouvelle constitution qui soit conforme à notre culture, à notre coutume, à nos réalités, je pense qu'il aura légué un très beau cadeau aux générations futures de notre pays. Bien, Maître Georges Mbaou, on va évoluer, on va avancer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo, depuis Tshisekedi, depuis que le président Tshisekedi est là, le Congo est en train justement de vivre le peuple d'abord? Oui, le peuple d'abord parce que la parole est libre, hein. On n'arrête pas les gens pour leurs opinions. Et la liberté d'expression, elle est démise. Et peut-être vous allez évoquer qu'on arrête tout cela. Non, écoutez, Félix Tshisekedi, il est issu d'un parti démocratique dans notre pays, dans notre parti UDPS, Union pour la démocratie. Il y a la démocratie. Dans la démocratie, on évoque un état de droit. L'état de droit, c'est celui dans lequel où tout le monde est soumis à la seule autorité qui est la loi. Et eh bien, lorsque Félix Tshisekedi, il y a des gens qui détournent et ces gens sont interpellés et déférés devant le juge, c'est une avancée. Lorsque par exemple, facilement les gens parlent sans verser dans l'injure qui est proscrite, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées. Le social, lorsque vous voyez depuis un certain temps, ce sont des routes bétonnées. C'est aussi du social. Et vous avez vu, on avait inauguré les hôpitaux, notamment l'hôpital général Mamayemo. Et
c'est du social, ça. La maternité gratuite, c'est du social. Et l'enseignement, la gratuité de l'enseignement primaire, c'est du social, tout ça. Et d'ailleurs, il y a les ennemis de la République qui ne voient pas toujours ça dans le bon sens. Eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le pays, nous venons de très loin. Le pays était vraiment dans un profond gouffre. Nous sommes en train de ressortir petit à petit. La volonté, c'est ce qu'il faut d'abord noter, que dans le chef de notre président et même de notre gouvernement, il y a la volonté vraiment manifeste à bien faire les choses, à faire vivre le bonheur, les filles et filles, les filles et les hommes de ce pays. Et donc, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui sont faites, qui sont en chantier. Donc, la bonne volonté, les très bonnes intentions qui sont concrétisées dans l'agir. Est-ce qu'il y a des éléments qui empêchent le président d'être pleinement, d'appliquer pleinement ses ambitions, d'appliquer pleinement ses projets? Non, le président, il est en train de faire. C'est vrai que la situation de l'Est nous préoccupe au plus haut point. C'est un budget colossal, très conséquent qui est alloué à ça. C'est une situation qu'on ne sait pas maîtriser maintenant et nous y travaillons pour que la paix règne. Et tout ça, ça n'a jamais existé. Il est venu, il vous a dit que l'agresseur c'est elle, ça n'a jamais existé. Au moins on connaît qui nous agresse. La preuve c'est qu'il y a des sanctions qui sont tombées. Il y a des sanctions qui sont tombées par le Trésor américain et nous sommes dans la très bonne direction. Et aujourd'hui, au moins le monde entier est unanime que le Congo est victime d'une injuste agression de la part de son voisin qui est le Rwanda. Alors, Maître Mbao, c'est vraiment à la fin déjà de l'émission, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces jeux qu'on vient d'évoquer tantôt, constitution, affaires liées justement à la guerre, aux sanctions de la part des États-Unis? Qu'est-ce qu'on devra retenir aujourd'hui? Ce qu'on devra retenir, c'est que nous devons rester tous debout et pour empêcher cette escalade injuste de la part du Rwanda et reconnaître que nous n'avons qu'un seul pays qui est le Congo et nous devons le protéger. Nous devons vraiment protéger toutes les frontières de notre République démocratique du Congo, tous les 4 coins de notre République. Et nous devons aussi être derrière le commandant suprême, le président de la République, pour qu'il puisse faire vivre le bonheur qu'il a promis à ce peuple. La paix, la sécurité, l'éducation, l'accès à l'emploi, tout ce qui a été déballé dans son programme d'action, que cela soit matérialisé dans les faits et dans les actes. Merci beaucoup, Maître Georges Mbao, d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste politique, analyste des questions d'actualité. Ce n'est pas une dernière fois, on va de plus en plus vous recevoir. La dernière fois, on a eu beaucoup d'échos, beaucoup de gens ont réagi. Mais on espère qu'on aura encore la même vague des réactions. Nous aurons le même plaisir à venir partager le même plateau et nous serons toujours disponibles à répondre présent, bon gré malgré notre état de santé. Nous serons toujours là parce que il y a plus précieux que la République. On doit venir. Dans ma langue, on a toujours dit qu'il faut faire toujours la part des choses entre la République qui est en proie, qui est malade, et son fils qui est malade. Il faut savoir faire le choix. Donc nous sommes dans un état de nécessité. Donc c'est la République qui prime sur toute autre considération. Merci beaucoup, Maître Georges Mbao, d'avoir été des nôtres. Merci énormément aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis un peu partout dans le monde. Parce que quand même, cette télévision touche un peu les 4 coins de la planète Terre. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons un très très bon programme, une bonne continuité de programme sur votre chaîne. Restez nos jours fidèles. Au revoir.